Zakaria Abou Dahab, bonjour. Bonjour. 30 votes contre 17, la victoire est assez majoritaire. Pourquoi le choix a été si clair? Le choix a été si clair parce que d'abord cela revient à des réalisations concrètes opérées par le Maroc dans le domaine des droits de l'homme. Les membres de ce Conseil 47 et de façon générale les membres de l'ONU n'agissent pas seulement parce qu'il y a des considérations politiques, mais par rapport à des critères d'évaluation sur le degré d'implication d'un pays comme le Maroc en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Cela est lié à d'autres réalisations connexes, comme par exemple la participation à des opérations de maintien de la paix. Alors, quand on passe en revue, d'abord, le nombre de traités majeurs que le Maroc a entérinés, il a pratiquement accompli et parachevé toute l'adhésion à ce corpus mondial. On n'a pas le temps de développer tout en détail, mais on va dire l'essentiel des droits de l'homme. Dernière convention en date, c'est celle en rapport avec les disparitions forcées. Et deuxièmement, il a souscrit à un grand nombre de textes et de résolutions en matière de droits de l'homme. Et que troisièmement, quand on évalue aussi sa participation, ses interactions avec les mécanismes onusiens en la matière, il donne une suite favorable, généralement, je dis bien généralement, aux recommandations formulées par les organes des traités. Ce n'est pas un vote tout simplement formel ou sans sens, mais ça renseigne sur, si vous voulez, des réalisations sur le terrain du Maroc, dans la région MENA en particulier, mais également de façon générale au niveau du continent africain auquel nous appartenons. Le ministère des Affaires étrangères a souligné, entre autres, un signal de la communauté internationale en faveur de la démarche marocaine pour les droits des migrants. En quoi le Maroc est un modèle en la matière? C'est d'abord, vous savez, l'un des rares pays à avoir ratifié ce qu'on appelle la Convention de l'ONU sur la protection des droits des travailleurs migrants et les membres de leurs familles. Le Maroc est l'un des rares pays à avoir ratifié, c'est-à-dire acceptation définitive avec engagement d'appliquer la Convention. Deuxièmement, il était proactif dans le sens où pratiquement au niveau africain et au niveau de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, donc MENA, il a lancé volontairement une politique de régularisation des migrants irréguliers qui est désormais donnée comme étant un exemple dans la région et dans le continent. Trois, Sa Majesté le Roi a reçu le statut de leader pour la migration qui lui a été attribué, décerné par l'Union africaine, juste avant la réintégration du Maroc au sein de cette organisation continentale. Et nous avons créé, à juste titre, un observatoire de la migration. Et il faut rappeler, quatrièmement, peut-être, la liste est longue sur ce point-là précis des droits des migrants. Décembre 2018, à Marrakech précisément, le Maroc avait abrité la conférence de l'ONU qui a donné lieu au pacte mondial sur les migrations dites régulières, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que par rapport à cette reconnaissance, consécration par le Conseil des droits de l'homme, désormais donc présidé par le Maroc durant une année 2024, la question migratoire est très présente. Il y a d'autres questions qui sont connexes, comme par exemple la traite des êtres humains, l'enrôlement des enfants dans les conflits armés, l'exploitation sexuelle des travailleuses, etc. Donc, ce qui fait que c'est une problématique qui tient à cœur au Maroc et pour laquelle il va certainement se déployer pour encore adopter peut-être ou faire adopter des textes concrets pour opérationnaliser ce genre d'engagement. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais quel signe ça envoie au Maroc en termes de droits humains, cette élection? D'abord, il s'agit d'évaluer un pays sur la base d'engagements concrets. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'examen périodique universel, qui a été établi avec la création du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui siège à Genève, on le sait, à partir de 2006, il a remplacé la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Bon, il y a d'autres organismes qui existent. Jusqu'à présent, le Maroc a subi, je pense, plus de trois évaluations systémiques. Donc, on va prendre tous les accords, toutes les conventions ratifiées, on va passer au crible les engagements in concreto. Alors aujourd'hui, quand on prend, par exemple, il y a juste un indicateur, les agences des Nations Unies au Maroc, et on va évaluer un peu concrètement quels sont les programmes qui ont été aujourd'hui et hier et demain lancés pour donner écho aux engagements pris par le Maroc. Ils sont énormes, que ce soit la famille, que ce soit les femmes, la lutte contre les discriminations, que ce soit la discrimination raciale, droits des enfants, etc. Alors tout cela fait que le Maroc, s'il a été élu à la tête quand même d'un organe qui est, il faut le dire, il a une grande valeur symbolique. Oui, ce n'est pas un organe délibératif, c'est un organe qui est consultatif, il a le statut d'organe subsidiaire de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est vrai, mais en même temps, il permet quand même d'encourager des membres comme le Maroc d'aller encore de l'avant
pour ancrer et opérationnaliser les droits de l'homme dans une région, de façon générale MENA, qui n'est pas une région, on va dire, facile, qui connaît beaucoup de turbulences, non seulement la région MENA, mais de façon générale l'Afrique, avec les conflits, etc., etc. Et voilà quelques pays, comme le Maroc, qui sortent du lot à travers des engagements volontaires souscrits de longue date depuis le dernier siècle, début des années 90, et en même temps, sur le plan interne, si on cite quand même un certain nombre de réalisations, nous sommes l'un des rares pays dont le monde a avoir une délégation interministérielle des droits de l'homme, au moins je relativise, je prendrai quand même MENA, qui a créé dès le début des années 90 un conseil consultatif des droits de l'homme, qui a constitutionnalisé les engagements en la matière dans la Constitution 2011, et au-delà, avec les commissions régionales qui couvrent les provinces du Sud, etc., quand même, il s'agit encore une fois d'une reconnaissance et c'est un signe d'encouragement qui est lancé par les 32 votants du Conseil des droits de l'homme. Bon, je ne parlerai pas des 17 qui ont voté pour l'Afrique du Sud, mais de façon générale, ça donne au Maroc une certaine visibilité en la matière. C'est la première fois que le Royaume est à la tête de cet organe onusien. Un an, ça laisse le temps de faire quoi pour le pays? Il faut donc revenir évidemment aux attributions de ce Conseil. Il promeut le respect des droits de l'homme, il recueille les observations des rapporteurs, y compris spéciaux. Il peut engager parfois même des enquêtes. Et parfois, quand ça fâche un pays qui ne respecte pas les engagements, prenez la Libye en 2011 qui a été suspendue consécutivement à ce qui s'est passé au niveau de ce pays. Donc on voit très bien qu'il y a des choses, certes, qui peuvent être proactives, engager des réflexions. Par exemple, je prends celui de l'enrôlement militaire des enfants, les enfants soldats, par exemple. On peut aller dans le sens du renforcement de cet aspect-là pour aboutir probablement à un projet, par exemple, de convention à l'échelle internationale, puisque nous l'oublions pas, le Conseil des droits de l'homme, c'est un organe subsidiaire, donc il dépend de l'Assemblée générale. Alors imaginons des résolutions qui peuvent passer du Conseil vers l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale peut saisir le Conseil de sécurité sur des questions fondamentales. Vous voyez, donc il peut catalyser, il peut être derrière, par exemple, des initiatives pour donner un contenu concret aux objectifs du développement durable, la lutte contre la pauvreté, etc. Et puis également susciter l'intérêt et de l'intérêt par rapport à des problématiques. Par exemple, je vais citer quelque chose qui m'intéresse désormais, c'est le droit de la nature ou les droits de la nature. Vous voyez, ce sont des questions qui évoluent avec le changement climatique, avec la promotion des énergies renouvelables, parce que les droits de l'homme sont universels, interdépendants et indivisibles. Chaque droit renforce l'autre et je crois que le Maroc sera au rendez-vous pour encore une fois catalyser le travail en la matière. Merci beaucoup, Zakaria Aboudahab. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.